Merci. Donc, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur, donc nous reprenons aujourd'hui nos travaux parce qu'on a eu une petite interruption due à l'examen en commission et en séance d'un projet de loi relatif à l'accélération et la simplification des procédures pour lutter contre l'habitat dégradé. Mais donc on reprend avec votre présence, en votre présence, les travaux de la commission d'information, alors qu'on a voulu donc à la demande du président du Sénat pour charger spécifiquement la commission des affaires économiques de mener cette mission d'information sur la crise du logement que connaît notre pays. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire, c'est une mission qui est menée de façon transpartisane. Nous sommes 3 rapporteurs. Alors, j'excuse d'ores et déjà la 3e rapporteure qui est Amel Gacquer, qui est la sénatrice du Pas-de-Calais pour le groupe Union Centriste, qui aujourd'hui ne pouvait pas être avec nous. Et puis Viviane Artigalas, que vous connaissez bien, puisqu'elle siège aussi au nom du Sénat au conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, voilà, donc nous conduisons ces auditions depuis la mi-décembre. On a vraiment voulu avoir un spectre le plus large possible pour balayer à travers aussi bien les auditions de chercheurs, d'experts, bien évidemment de tous les acteurs et professionnels du monde du logement, mais aussi tout le secteur qui touche plus particulièrement le secteur bancaire, les finances. Et puis, bien évidemment, on ne pouvait pas mener une mission d'information sans pouvoir vous auditionner au niveau de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque des territoires, parce que vous êtes à la fois un financeur et un acteur central des politiques du logement et de la construction. Donc cette audition est ô combien aujourd'hui importante dans le cadre des travaux que nous menons. Et du coup, on a pris un petit peu de retard. Donc on pense pouvoir rendre notre rapport très certainement d'ici la fin du mois d'avril. Et ensuite, en fonction... si on y voit un peu plus clair dans l'ordre du jour du Parlement d'une façon générale, parce que avant le remaniement ministériel, l'ancien ministre du Logement parlait pour bon nombre de sujets de tout renvoyer à une grande loi sur le logement. Il avait même annoncé un calendrier très très proche dont on doutait les uns et les autres, c'est-à-dire le début du mois d'avril. Bon, et puis c'est passé ce qui s'est passé avec le changement de Premier ministre, avec la composition du gouvernement, avec ensuite le ministre du Logement qui est arrivé beaucoup plus tardivement. Donc aujourd'hui, on n'a pas trop de visibilité. Est-ce qu'il y aura encore cette grande loi sur le logement? On s'en est ouvert auprès du ministre Kasbarian la semaine dernière, voilà, aux débeautés des discussions sur l'habitat dégradé. J'ai bien cru comprendre qu'une grande loi sur le logement, certainement, voilà, elle n'était pas prête aujourd'hui et qu'il préférait parler d'une loi qui concernerait la loi SRU et la question de l'attribution des logements sociaux en remettant les maires au cœur de l'attribution. Enfin, c'est ce qu'il a semblé me dire la semaine dernière, nonobstant la proposition de loi qui va nous arriver également, qui est celle sur la régulation des meublés touristiques et des locations saisonnières. Mais disons que tout ce qui renvoyait par l'ancien ministre Vergrit à chaque fois qu'on posait une question, alors bien sûr il y avait le sujet de la décentralisation, mais pas que, on parlait des sujets également de financement, enfin de modèle du logement social. Voilà. Donc vous verrez, ça sera dans la grande loi sur le logement. Aujourd'hui, il semblerait que s'il y a des véhicules législatifs, ils seront plutôt saucissonnés, si je peux me permettre ce terme. Enfin, je n'en sais pas plus que ça, mais j'ai cru comprendre. Et puis on a maintenant un calendrier qui est particulièrement contraint. Parce que mois d'avril, il y a déjà 15 jours de suspension parlementaire. Aujourd'hui, on a notre ordre du jour jusqu'aux alentours du 10 avril. Il n'y a rien qui est annoncé. Donc, on verra à la prochaine conférence des présidents. Mais après, il reste 2 mois et demi. Mai, juin jusqu'à mi-juillet. Et on nous annonce aussi d'autres véhicules législatifs, ne serait-ce que le projet de loi orientation et avenir agricole, qui a voilà, beaucoup... Donc, dont acte, mais on verra bien donc comment les choses vont évoluer. Tout ça pour dire que nous, une fois notre rapport rendu, soit on envisageait effectivement
de porter des amendements dans le cadre de ce qu'aurait été cette grande loi sur le logement, soit on s'était dit qu'on pourrait décliner tout ou partie de nos mesures et de nos propositions à travers une proposition de loi, parce que vraiment la volonté du président du Sénat était de dire voilà, on rencontre cette crise du logement, quelles sont les mesures tant à court, moyen et long terme dont on peut être force de proposition. Et c'est vrai qu'il y a à la fois des mesures, on le sait, contracycliques, plus conjoncturelles, et puis il y a des mesures forcément structurelles, et c'est aussi là-dessus que l'on ambitionne aussi peut-être d'apporter quelque chose à travers notre rapport. Et on dit aussi à nos interlocuteurs quand on les auditionne, y compris des mesures qui sont peut-être un peu disruptives, vous voyez, qui sont des mesures qu'on n'entend pas forcément dans la bouche de tous les acteurs du logement qui... parce que la crise est là, sont plus dans des annonces qui sont des annonces conjoncturelles, un peu moins structurelles. Enfin, donc voilà, n'hésitez pas vous aussi, si vous avez quelques mesures un petit peu disruptives, à éventuellement nous en faire la primeur. Donc, on vous accueille aujourd'hui, Monsieur Olivier Séchel, directeur général délégué de la Caisse des dépôts et consignations et de la Banque des territoires, qui est accompagné de Monsieur Costa Castrinidis, directeur des prêts de cette même Banque des territoires. Donc il va sans dire, je l'ai dit aussi dans mon propos d'ores et déjà, que la Banque des territoires et plus largement la Caisse des dépôts sont des acteurs majeurs de la politique du logement et de la construction à travers son financement, CDC Habitat, ou encore à travers aussi la société ICAD. D'un côté, 2,5 millions de ménages sont en attente d'un logement social adapté à leurs besoins, et les perspectives économiques de la Banque des territoires n'ont jamais estimé aussi bas la capacité potentielle de construction des organismes HLM. Et de l'autre côté, un Premier ministre qui, dans son discours de politique générale, a annoncé, alors, enfin pas directement une réforme de la loi SRU, mais en parlant de l'introduction des logements intermédiaires dans le quota des logements sociaux. Donc du coup, tout le monde a flashé en se disant ça va être, donc on va de nouveau ouvrir les débats sur SRU. Et puis dans le neuf, la situation de la promotion immobilière n'est malheureusement pas meilleure, loin s'en faut. Et là aussi, le gouvernement a pris des mesures procycliques conduisant à restreindre l'investissement locatif des particuliers, on l'a vu dans le cadre de la dernière loi de finances, et les possibilités d'accession à la propriété. Donc, dans ce contexte difficile, je souhaiterais que vous nous partagiez l'analyse qui est faite par le groupe CDC de la panne de la construction, et plus particulièrement celle qui frappe bien sûr le logement social. Est-ce principalement pour vous une question de financement, de charge de la dette, notamment en raison de la hausse du taux du livret A, ainsi que de faiblesse des fonds propres en raison de la persistance, j'ose même pas dire pérennité, mais c'est malheureusement le cas, pérennisation de la réduction du loyer de solidarité, la fameuse RLS, dans un contexte macroéconomique qui a changé du tout au tout depuis 2017. Au-delà de ces points, identifiez-vous d'autres causes et d'autres leviers plus structurels ou organisationnels, notamment par exemple par rapport aux élus. Sur ces différents aspects, quelles ont été et quelles peuvent être les initiatives de la Caisse des dépôts? Et puis, je voudrais vous interroger plus particulièrement sur le rôle du livret A. Lorsque les taux étaient bas, on se demandait si les organismes HLM n'auraient pas intérêt à se financer sur les marchés. Maintenant qu'ils sont hauts, même si là il y a eu une certaine stabilité en tout cas annoncée et réalisée, la question revient, mais à travers la proposition d'autres instruments financiers. Derrière ces questions revient la volonté persistante de remettre en cause les moyens spécifiques de financement du logement social et la crainte de sa financiarisation. Qu'en pensez-vous ? Plus généralement sur le logement, dans ce contexte de crise, je reste frappée par l'absence de consensus sur le besoin en logement, que ce soit au niveau national ou au niveau local, et que ce soit de manière globalisée ou de manière segmentée par type de logement, logement social, logement intermédiaire, logement libre. Ce flou est d'ailleurs entretenu par des estimations finalement peu réalistes de réservoirs, de gisements supposés de logements mobilisables. Je pense aux logements et aux bureaux vacants, parce que quand même on entend souvent cela, aux meublés de tourisme ou encore à certaines surfaces
commercial. Je voudrais savoir quelle est votre vision à la fois de financeurs et d'acteurs à travers CDC Habitat ou ICAD. Donc voilà, donc nous sommes bien sûr très intéressés par vos remarques et vos interventions, les propositions concrètes que vous pourriez être amenés à nous faire, donc pour sortir justement le logement de cette situation de marasme actuel et même je dirais d'immobilisme. Et nous souhaitons bien sûr, je vous l'ai dit, porter ces mesures dans le projet de loi ou dans une future proposition de loi. Voilà, je vais vous laisser la parole. Je précise que l'audition fait l'objet d'une retransmission en vidéo, en direct et à la demande sur le site internet et sur les réseaux sociaux du Sénat. Donc on vous laisse la parole bien volontiers. Et puis ensuite, je ne doute pas que ma collègue Viviane Artigalas ne manquera pas de vous poser un certain nombre de questions et peut-être moi également, en plus des questions que je viens d'ores et déjà de vous poser. Monsieur le directeur général et monsieur le directeur des prêts, nous vous laissons la parole bien volontiers. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci beaucoup, Madame la Sénatrice, en me permettant de donner votre titre de commissaire surveillante, puisque vous représentez le Sénat à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts. Par là, vous nous connaissez très bien, mais vous aussi, Madame la Présidente. Et vous savez donc que la Caisse des dépôts a vraiment une mission de s'exprimer clairement dans les crises. Cette commission, c'est sur la crise du logement. Et on est très présent dans ces moments-là. On l'a été dans la crise Covid, où on a eu un rôle contracyclique très important, justement dans le secteur du logement. Et évidemment, aujourd'hui, c'est la crise du logement qui mobilise toutes nos équipes, celle de la direction des prêts, celle de toutes les directions régionales de la Banque des Territoires et de nos moyens financiers. Banque des Territoires et puis aussi donc notre bailleur social CDC Habitat et notre promoteur ICAD qui n'échappe pas, vous avez certainement vu l'annonce du nouveau plan stratégique, aux difficultés du secteur. Alors, peut-être rappeler le rôle de la Caisse des dépôts parce que vous avez posé en introduction un certain nombre de questions. Donc, financement du logement social, on est évidemment le premier financeur du logement social, avec à date, pour rappeler les ordres de grandeur, 178,5 milliards d'encours sur les bailleurs sociaux. Donc nous représentons 80% de la dette du secteur. Cette dette, elle est effectivement indexée sur le livret A, et j'aurai l'occasion d'y revenir pour répondre à vos questions sur le livret A. Donc un logement sur 4 en France est financé par la Caisse des dépôts, puisque aujourd'hui, la mise en chantier, c'est à peu près à 25% du logement social, et nous finançons tous les logements sociaux. Donc, ce modèle du livret A, du fonds d'épargne, il est assez exceptionnel, puisque d'un côté, on a une ressource extrêmement courte. Je peux avoir ce matin déposé à la Banque Postale 100 € sur mon livret A et le retirer ce soir à 50 €. Donc on a une ressource très très courte dans laquelle les Français ont une grande confiance, que nous transformons en emploi long pour financer le logement social à 30 ans, à 40 ans, voire le foncier en zone dense à 80 ans. Donc on a cette chance exceptionnelle en France d'avoir un modèle où sur des montants absolument conséquents, on est de l'ordre de plusieurs centaines de milliards, on transforme l'épargne courte des Français, garantie, avec des emplois qui peuvent être très très longs et qui assurent, par le caractère immobilier, la mobilisation des ressources pour les bailleurs sociaux. On a un taux unique, donc, qui s'applique sur tout le territoire, qui s'applique de la même façon à tous les bailleurs, que les bailleurs soient petits ou qu'ils soient gros. Je sais que vous-même, vous êtes administratrice d'un OPHLM. Et ce qui distingue l'utilisation du taux, c'est l'utilité sociale. Plus on est vers l'utilité sociale, plus le taux sera bas. Et moins on est vers l'utilité sociale, plus le taux sera élevé. J'en veux pour exemple que par exemple, nous avons eu l'autorisation par la Direction générale du Trésor de faire des prêts au logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, il est tout dessus, en signe par rapport au logement social, et on est à taux du livret A plus 150%, donc ça fait 4,5%, puisque le taux du livret est à 3%, et à l'inverse, sur les prêts les plus sociaux, on va être au plancher du taux du livret A, et parfois avec des bonifications. Alors ça, c'est le rôle de prêteur, et c'est évidemment le plus important, et c'est pour ça que je suis venu avec le directeur des prêts pour entrer dans le détail. À côté de ça, la Banque des Territoires compte une filiale qui est CDC Habitat, qui a 545 000 logements en tout, avec toute la gamme,
du logement social classique, mais du logement aussi très social avec sa filiale Adoma, anciennement connue sous le nom de Sonacotra, mais qui fait l'hébergement des femmes victimes de violences, l'hébergement des demandeurs d'asile, l'hébergement des handicapés, l'hébergement des personnes en situation d'extrême fragilité. Et puis nous avons donc... Nous sommes allés sur le logement intermédiaire à travers la crise du Covid, où nous avons racheté des logements en prenant un petit peu du logement libre. On est évidemment présent dans tous les territoires. Je rappelle qu'on représente à peu près 60% des logements en Outre-mer, des logements sociaux en Outre-mer, à travers nos SIDOM, les sociétés d'Outre-mer, mais qui ont toutes des noms différents selon que ce soit à La Réunion, à la Martinique ou en Guyane. Alors, vous avez diagnostiqué la crise, j'y reviendrai pas parce que vous l'avez très bien fait. Souligner cependant, et je n'ai pas pu m'empêcher de venir avec Le Monde de ce soir, que cette crise est européenne, puisque le gros titre, la crise du logement s'installe dans toute l'Europe, et le Grand Journal du Soir a dressé un tableau dans lequel finalement la situation française est intermédiaire par rapport à d'autres situations dans lesquelles la crise du logement est bien pire. On parle de l'Angleterre, on parle de Pays-Bas, on parle de l'Irlande, on parle du Portugal. Donc cette crise, elle touche toute l'Europe. Et au cœur quand même de cette difficulté, il y a eu le changement de l'environnement financier qui a été l'augmentation des taux. Et on s'était habitué à un environnement de taux bas qui rendait l'argent plus facile. Et en phase de remontée des taux, c'est un énorme choc qu'ont dû supporter les banques, avec l'impact sur la capacité des emprunteurs à trouver des financements pour acquérir leur loyer, mais aussi à la capacité des promoteurs à trouver un équilibre économique. Se rajoutant à ça, c'est lié à une inflation qui a fait augmenter le coût de la construction. Un contexte qui a été en France le zéro artificialisation, qui a fait donc augmenter le prix du foncier, qui mène à la situation dans laquelle on est. Alors, par rapport à ça, revenir sur le taux du livret A et ce mode de financement. Je crois que la période qui vient de se terminer, à mon avis, a montré la très grande force du taux du livret A, en taux certes variable, mais administré. Et là, de ce côté-là, permettez-moi quand même de dire combien je pense que le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a été juste et efficace dans sa décision concernant le gel du taux du livret A qui a été décidé l'an dernier. En fait, Bruno Le Maire a pris deux décisions. Il a pris la décision de fixer le taux du livret A à 3% et de donner de la visibilité à tout le secteur pour 1 an et demi jusqu'à la fin de l'année. C'est extrêmement délicat pour le ministre parce que le taux du livret A, il est biface. Évidemment, c'est la rémunération des épargnants et des épargnants les plus populaires. Et donc, quand il a pris la décision à 3%, la recommandation à l'époque de la Banque de France donnait plutôt un taux aux alentours de 4,2, 4,5, voire plus élevé. Et donc, en prenant la décision de fixer à 3%, on aurait pu penser qu'il lésait l'épargne populaire. Mais en même temps qu'il a pris cette décision de le fixer à 3%, il a décidé de relever le plafond du livret d'épargne populaire, qui était avant de 7 700 € à 10 000 €. Et nous avons collecté, puisque maintenant nous avons le retour, plus de 20 milliards sur l'épargne populaire. Rémunérée, elle, au taux de l'inflation, on est proche de 6%. Et donc, l'épargne véritablement populaire, puisque le livret d'épargne populaire, vous ne pouvez l'ouvrir que sous condition de ressources, a vraiment été un très très grand succès et a permis aux personnes qui ont des revenus assez modestes d'avoir une épargne sérieusement rémunérée. Et d'ailleurs, nous le voyons dans le coût du fonds d'épargne, cette augmentation des taux d'intérêt a un impact très fort sur le modèle du fonds d'épargne. Mais en gardant le taux à 3%, il a permis une très forte relance dans le logement social. Alors, je vais vous donner les chiffres. Nous étions au premier semestre 2023 à moins 20% de prêts par rapport à 2022. Donc, on était parti pour une année absolument catastrophique. Et donc, on avait fait 6 milliards de prêts sur le premier semestre 2022. Sur le deuxième semestre 2023, en fait, le premier semestre 2023 par rapport au semestre 2022. Donc, je redis pour être sûr qu'on ait le bon chiffre. Premier semestre 2023, 6 milliards, moins 20% par rapport à 2022. Deuxième semestre, on fait 10 milliards. Donc, vous voyez un énorme saut par rapport au premier semestre.
Et nous avons terminé l'année en croissance sur le financement du logement social. Et nous avons un début d'année absolument exceptionnel en matière de prêts sur le logement social et sur le logement intermédiaire. Alors pourquoi ça? Parce que, comme vous l'avez dit, le taux du livret A est redevenu compétitif à 3%. Et les bailleurs sociaux, dans un environnement où les taux de marché étaient plutôt entre 4 et 5%, avaient une ressource à TLA plus 0,4, TLA plus 0,6, sur du très long terme, extrêmement compétitive. Et en plus, et de nouveau, il faut redonner un petit peu au gouvernement ici, avait une visibilité. Donc, ça n'a pas été une fenêtre de tir en disant vous avez 3 mois pour le faire. Vous avez la possibilité, sur ces engagements qui sont importants en immobilier, d'avoir une vraie visibilité. Et nous, notre anticipation, on est juste au début du mois de mars, c'est qu'on arrive à faire la soudure à 3% lors de l'année 2025. Donc, vous voyez, on a à la fois un taux variable, et c'est vrai qu'il a beaucoup augmenté, il est passé de 0,5 à 1, puis de 1 à 2 et à 3, mais administré, c'est-à-dire qu'à la fin, les autorités politiques sont capables de prendre des décisions et de ne pas être juste dans la main du marché. Donc je trouve qu'on a le meilleur équilibre possible entre le marché, suivre quand même l'environnement économique et quand même agir en faveur du logement, et ça a été le cas. Alors, et ça a été le cas tout en en n'attaquant pas l'épargne populaire, puisqu'il y a eu, 20 milliards de plus sur les livrets d'épargne populaire. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors après, pour revenir au sujet, donc le modèle financier, je pense qu'il a su s'adapter et trouver pas mal de produits possibles pour les bailleurs sociaux. Il n'en demeure pas moins que les bailleurs sociaux ont très largement privilégié la rénovation sur la construction. Et ça, c'est vrai qu'une grosse partie des prêts que nous faisons, ils sont sur la rénovation pour satisfaire aux obligations de décarbonation. On l'a montré dans nos études, et je sais que votre commission s'est attachée à regarder notre document perspective. Les bailleurs sociaux sont en difficulté à conjuguer à la fois la construction et l'effort de rénovation qui va être très très important dans les prochaines années. Alors, nous, on a essayé de soutenir énormément la construction en renforçant les fonds propres des bailleurs sociaux. Et aujourd'hui, vous me posiez la question de savoir est-ce que les bailleurs sociaux ont des fonds propres nécessaires. On a fait plusieurs tranches de titres participatifs. On en a refait une nouvelle à 400 millions. Et on a l'impression que les bailleurs sociaux ont maintenant reconstitué plutôt leurs fonds propres et qu'il n'y a pas de besoin criant de reconstitution des fonds propres de la part des bailleurs sociaux. Quand nous écoutons un petit peu les bailleurs sociaux, on voit plus qu'ils ont de la difficulté à construire et à trouver des terrains et à retrouver ce dialogue avec les élus. J'avais fait personnellement partie de la commission Rebsamen il y a 2 ou 3 ans, où on s'était beaucoup concentré sur l'obtention des permis de construire, de redonner du goût aux maires à être bâtisseurs et à construire du logement. Force est de constater que c'est extrêmement difficile. Et quand nous, on a le retour de nos bailleurs sociaux, ils trouvent que les produits financiers, je pense, que la Banque des Territoires offre sont pertinents, aussi bien en fonds propres qu'en prêts, mais que la difficulté est pour eux de retrouver un certain consensus pour reconstruire. Et vous l'avez souligné, il n'y a pas de consensus aujourd'hui très fort sur la construction de logements. Nous, du côté de la Banque des Territoires, on pense qu'on est en manque de logements. On est en manque de logements dans les métropoles, on est en manque de logements dans les zones tendues et qu'il faut encore construire des logements. Mais pour autant, on voit quand même une généralisation du processus en disant oui, il faut construire des logements, mais pas chez moi, pas dans ma commune. L'acceptabilité très très forte. Alors, je dire que sur le soutien à la construction et le soutien au secteur, nous avons relancé, en concertation avec la profession, une commande auprès des promoteurs. On avait fait dans la crise Covid 40 000 logements, ce qui était un effort énorme. Viviane s'en souvient, hein, c'était quand même une mobilisation de l'ordre de plusieurs milliards. Et donc on avait immobilisé beaucoup en fonds propres la Banque des Territoires pour céder ses habitats. Nous avons reconduit un programme de 17 000 logements, parce que cette crise du logement, on ne l'a pas découverte à la Banque des Territoires avec céder ses habitats, qui a été très bien conduit.
moitié région Île-de-France, moitié hors de la région Île-de-France, moitié logement social, moitié logement intermédiaire. On a dû signer avec une centaine de promoteurs, donc on a fait en sorte que ce soit très réparti et pas seulement travailler avec les plus grands promoteurs. Et on est assez confiant que ce programme a fait pas mal de bien aux promoteurs, parce qu'avec Action Logement, on était finalement les seuls à pouvoir racheter des logements dans cette phase-là. Sur le volet financier, lors du dernier congrès de l'USH, on a annoncé un certain nombre de produits. Un produit vraiment pour les logements très sociaux, le PLAI, avec une enveloppe conséquente de 6 milliards. Donc un très bonifié. On a eu donc cette annonce où on a décidé de mettre 5 milliards pour le logement intermédiaire et qui marche bien, hein, qui fait, tu me disais les chiffres sur les deux premiers mois, ça part en flèche à plus 467%, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc ça, cette fois-ci, c'est tiré par le logement intermédiaire. On essaye aussi d'innover. Et comme il y a quand même beaucoup de composantes financières dans le logement, l'innovation que je voudrais porter à votre connaissance, elle consiste à essayer de dissocier la propriété en faisant une dissociation entre la nue propriété d'un côté et puis l'usufruit de l'autre. Et donc on a monté un dispositif assez innovant. Pardon, le démembrement, absolument. Et donc là, c'est une structure qui s'appelle Tonus Territoire, qui marche bien. Exactement. Donc, on a comme président un ancien parlementaire. Oui, tout à fait. Rien de mieux pour être au contact des élus, parce que le produit comme vous m'ameniez à faire des propositions disruptives, a été très disruptif. Oui. Il s'agissait de dire à un bailleur social, premier temps, vous allez juste avoir l'usufruit, la nue propriété va rester chez Tonus. Ouais. On a mis 1 milliard et on a plus, maintenant on a déjà près de 2000 logements et on en a plus de 1500 dans les projets sur tout le territoire, et qui permet à un bailleur social qui veut économiser ses fonds propres de faire l'opération, de bénéficier des revenus, et puis au bout de 15 ans, on fait la réunion, la réunification entre la nue propriété et l'usufruit. C'est un véritable succès. Alors petit, on parle de quelques milliers de logements, mais enfin dans la crise du logement, tout logement supplémentaire est bon à prendre, avec une réelle innovation. Et on a poussé l'innovation, et ça aussi le gouvernement a pris une décision importante, en autorisant les bailleurs sociaux à détenir plus de logements intermédiaires. Ils avaient une proportion limitée à 10% dans le logement intermédiaire, ça passe à 20%. Ce qui fait que les opérations que nous faisons maintenant avec Tonus, elles trouvent leur équilibre avec le logement intermédiaire. Et je trouve que c'est aussi une voie intéressante. Sortir de la crise du logement, ce sera forcément multifactoriel. S'il y avait une baguette magique à trouver, je crois qu'on l'aurait trouvé assez facilement. Donc il va falloir combiner plusieurs types de mesures financières, législatives, réglementaires. Mais ce que je vois, par exemple, la possibilité pour les bailleurs sociaux d'avoir une part de logement intermédiaire est intéressante, parce que par exemple, vous m'aviez interrogé sur cela, la transformation de bureaux en logement, oui. On sait que la transformation de bureaux en logement, c'est extrêmement coûteux et qu'il n'y a pas d'équilibre économique évident à faire. Sauf que quand on combine, et je l'ai vu par exemple à Lille, la rénovation d'un immeuble de bureau en logement avec un mix logement social et logement intermédiaire, c'est la rentabilité des logements intermédiaires qui va permettre de tenir toute l'opération. Et donc là aussi, on trouve des ouvertures possibles dans le financement. Alors, je vais conclure pour qu'on ait une phase quand même interactive. Donc, vous dire que la Caisse des dépôts est très, très engagée sur la crise du logement. On a mis beaucoup de moyens. Et Viviane Artigalas sait qu'au niveau du bilan du fonds d'épargne et du bilan de la section générale, c'est des efforts considérables qui sont faits, pris toujours dans le respect des équilibres patrimoniaux de la Caisse, mais quand même c'est notre mesure principale, sur un plan important quadriennal à 100 milliards, on a 56 milliards sur le logement, donc ça représente quand même des efforts importants. On essaye d'être le plus innovant possible dans les structures financières, et là vraiment l'enjeu pour nous qui nous semble intéressant,
par rapport à ce que je disais sur l'effort des maires et l'association des maires. Je trouve que l'initiative qui a été lancée de territoires engagés pour le logement, qui vise à ce que le gouvernement, avec certains territoires et les élus des territoires, se disent on va essayer d'accélérer, de mettre le paquet pour faire ce qu'on a réussi à faire et que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'inaugurer la semaine dernière pour le village des athlètes à Saint-Ouen, qui est en 3 ans un programme qui aurait mis en temps normal à peu près 6 ans, en temps de recours différents qu'on a à peu près 9 ans, et là qui a pu être fait en 3 ans pour la construction d'un tout nouveau quartier sur une friche industrielle, écologiquement remarquable. Les constructions sont en bois, la consommation énergétique baisse de 50% par rapport à un quartier ancien. On a fait un bâtiment cycle dans lequel on recycle 90% des eaux usées. Je vous passe la biodiversité. Enfin, c'est écologiquement exemplaire, mais c'est socialement exemplaire, hein, Madame la Présidente, parce que on va accueillir les athlètes et c'est la priorité. Dans les 3 mois, le but est quand même que les athlètes soient bien. Mais évidemment, on a travaillé, nous, en mode héritage, parce qu'une fois que la fête des Jeux sera terminée, nous, on récupère avec CDC Habitat et avec Adoma ces logements, et avec ICAD aussi. Donc ICAD, on a vocation à les vendre en logement libre, et ce sera vraiment un quartier magnifique avec vue sur Seine, station de métro à côté. Mais il y aura du logement social, du logement intermédiaire, une résidence étudiante, une résidence pour handicapés, avec une densité assez forte. On ne s'en rend pas compte, c'est le talent de l'architecte Dominique Perrault. Mais on se dit que tout ce qu'on a appris dans cette zone-là, on voudrait pouvoir le répliquer. Il n'y a pas de raison que ce soit un monopole de l'Île-de-France. Vous savez, la Banque des territoires est attachée à tous les territoires. Et on va essayer vraiment, avec les pouvoirs publics et surtout avec les élus, d'essayer de répliquer ce qu'on a appris en termes de bonnes pratiques qui permettent d'accélérer et de simplifier. Voilà, j'étais trop long, mais on avait évidemment beaucoup de choses à dire parce qu'on est très engagé. Je pense que vous le sentez. Je vous remercie. Je vais bien sûr laisser la parole à Viviane. Moi, je voudrais rebondir sur 2 de vos interventions. La dernière, territoire engagé pour le logement. Alors, pour produire, je crois, sous 3 ans, 30 000 logements. En même temps, ça nous fait un petit peu sourire parce qu'à la hauteur de ce qu'il faut produire et de la crise que l'on rencontre, on se dit, et souvent notre administrateur Mathieu Messonnier dit c'est un territoire engagé pour tout le territoire national qu'il faudrait et non pas uniquement sur 20 territoires, c'est déjà pas mal, mais le chiffre qui est annoncé, 30 000 logements, paraît je ne dis pas une goutte d'eau, mais quand même peu important au regard de la crise et de la crise de la production que l'on connaît. Et le deuxième point, j'ai perdu mon fil, ça me reviendra peut-être quand Viviane aura parlé et je reviendrai vers vous. Je vais essayer de retrouver le fil de ma précédente intervention. Viviane, je te laisse la parole. Oui. Moi, j'ai plusieurs questions, bien sûr. Donc, la première, c'est effectivement, on voit bien que cette crise, elle arrive en Europe aussi à cause des taux et de l'inflation. Mais est-ce qu'elle n'était pas là très présente avant et est-ce que c'est pas elle a été aggravée par ce contexte économique là. Et est-ce que la France peut résister un petit peu mieux avec les autres pays, avec son modèle du logement social qui n'est pas du tout le même dans les autres pays? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est sur les prêts. Costa, vous nous dites qu'effectivement les prêts reviennent vers le fonds d'épargne, effectivement parce qu'à un moment donné on a été très très inquiet parce que les prêts allaient beaucoup et y compris a mis un petit peu en difficulté le fonds d'épargne puisque les prêts partaient vers le secteur fixe qui était très bas et les bailleurs sociaux jouaient pas forcément très le jeu. On a résisté et là ils reviennent vers nous, mais est-ce que c'est des prêts qui auraient été si le taux du livret A n'était pas en dessous des traits du marché? Est-ce que c'était des prêts qui n'auraient pas été de toute façon vers les banques? Moi, ce que je veux savoir, c'est si effectivement, les prêts globalement, il y a plus de construction de logements et plus de prêts globalement. Voilà, banques et caisse des dépôts confondus. La deuxième, c'est sur les prêts bonifiés. Est-ce que ça marche bien? Vous dites vraiment, est-ce que ça commence à démarrer un petit peu? Et est-ce que c'était peut-être plus pour les dispositifs seconde vie des bailleurs? Est-ce que ça marche bien, ces dispositifs seconde vie? Est-ce que ça démarre un petit peu? J'avais une autre question sur
Sur la rénovation énergétique. Effectivement, on sait, Olivier, vous avez fait un rapport sur la rénovation énergétique, vous avez fait un l'accompagnateur Rénov', etc. Et on sait bien que les bailleurs sociaux sont quand même un petit peu plus avancés sur les questions de rénovation que les bailleurs privés. Et surtout, donc est-ce que vous pensez, là c'est une question, qu'on va atteindre les objectifs qu'on s'était fixés? Et moi je crains que cette date de 2025 qui va faire sortir du marché locatif des logements, je crains que ça n'aggrave encore la crise du logement. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait reculer cette date de 2025? Je vois que le DPE va être un petit peu modifié là pour tenir compte de certaines choses qui sont faites. Voilà. Et puis cette histoire aussi, parce que c'est souvent des monogestes qui fonctionnent le mieux, et que ces rénovations globales que vous aviez préconisées, et qu'il fallait aller vers là pour vraiment mettre à jour très rapidement les logements. Donc moi je suis inquiète là-dessus. Et puis la dernière chose, est-ce que c'est vraiment ce que vous nous conseillez, c'est d'essayer de jouer sur tous les leviers possibles et faire preuve d'imagination pour essayer de résoudre cette crise du logement et de construire? Est-ce qu'on est vraiment dans ce travail-là de dentelle presque, je dirais, où il faut tirer sur tous les fils qui peuvent permettre? Est-ce que c'est votre vision? Je vois avec les dispositifs que vous mettez en place et ce que vous faites, on est un petit peu là-dessus. Voilà. Je vais prendre quelques questions. Et puis, pardon, oui. Non, c'est parce que ça m'est revenu après, j'ai peur de nouveau d'oublier. Non, c'est qu'on parle, voilà, même le Premier ministre lui-même, dans son discours de politique générale, et pour une fois, le logement a quand même été abordé, ce qui est quand même un grand plus par rapport à d'autres discours de politique générale, même si c'était encore que des propos assez vagues et flous. Mais enfin, bon, voilà, on a entendu parler du logement et parler du choc de l'offre, mais on voit bien que cette crise, c'est une crise de l'offre, mais c'est surtout une crise de la demande. Donc aujourd'hui, la demande, elle est stoppée. Alors bien sûr, elle est stoppée parce que en raison de la hausse des taux d'intérêt et de la situation, mais donc les investisseurs particuliers ont disparu, que ce soit ceux qui veulent investir pour acheter un bien pour pouvoir l'occuper, donc les propriétaires occupants, les investisseurs qui veulent faire un investissement pour pouvoir mettre un logement à la location, eux aussi ils ont disparu, les investisseurs finalement institutionnels, c'est toujours difficile de les attirer vers le résidentiel. On voit bien, ça sera qu'à la marge. Et il reste quoi? Il reste vous, les publics et les parapublics. Sauf que c'est pas une solution qui, me semble-t-il, peut être durable. Donc, comment est-ce qu'on arrive aussi à aujourd'hui faire en sorte qu'on fait redémarrer et qu'on retrouve des demandeurs? Parce que c'est bien beau de produire plus de logements, mais si en face on n'a pas des demandeurs qui veulent acheter ces logements, on n'aura pas beaucoup avancé. Très bien. Alors, sur les 30 000 liés aux 22 000 territoires engagés, pris comme ça, effectivement, ça ne fait pas beaucoup, mais si c'est en delta par rapport au rythme sur lequel on est, et on finance quand même chaque année 80 000 logements sociaux, à ce moment-là, le delta est significatif. Toute la question est de savoir si c'est du vrai delta ou si c'est inclus dans les 80 000. Maintenant, on voit bien que l'ambition derrière les 22 territoires engagés pour le logement, c'est la généralisation. Et si on arrive à trouver des solutions plus efficaces, plus rapides à travers cette nouvelle approche, évidemment, je crois que l'ambition de tout le monde, ce sera de le généraliser. Mais je crois que la particularité, ça c'est extrêmement important, vous savez vraiment combien à la Banque des Territoires on est attaché au travail avec les élus, ça ne peut se faire que s'il y a un consensus très très fort avec les élus. Je veux dire, c'est la prérogative du maire, c'est lui qui donne les permis de construire, et on sait aujourd'hui la difficulté de construire. On a des initiatives intéressantes à partager. Longtemps, on a parlé de la transformation de bureaux en logement. Nous, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est les entrées de ville. On voit bien que les entrées de ville sont des zones qui se portent mal. Elles ont été occupées par le commerce, donc elles sont déjà artificialisées, et encore plus artificialisées. Et souvent, c'est des parkings autour d'un supermarché. Et donc là, on a des quartiers qui peuvent être réinventés en remettant des logements
sur des zones déjà artificialisées. Alors on passe à l'action, on a déjà un accord avec l'immobilière Fray, on a un démonstrateur qui est en cours à Montigny. On voit bien aussi avec d'autres initiatives, on n'a pas le monopole de l'initiative, que Carrefour a fait une opération avec Nexity. Nous-mêmes, on discute avec d'autres partenaires, par exemple la foncière Auchan, pour travailler à ces entrées de ville, parce que là aussi, notre pays a changé. Au début, c'était assez loin de la ville et on y allait en voiture et on s'était installé là parce que c'était pas cher. Et puis la ville a grandi, elle a rattrapé ses entrées et il faut les repenser. Elles sont généralement plutôt bien desservies et ça nous semble porteur de reconstruction de la ville sur la ville, en ménageant le zéro artificialisation, mais en étant capable de trouver du foncier pour construire du logement. Donc, si on arrive à bien réussir ces territoires engagés pour le logement, au-delà des 30 000, le but est de passer à 50 000 et demain à 100 000. Alors après, sur le côté investisseur, Madame la Présidente, oui, vous avez raison, aujourd'hui, il n'y a que nous pour le marché. Et on a essayé de mettre en place un fonds pour le logement intermédiaire 3, parce que nous étions auparavant en capacité d'attirer beaucoup d'investisseurs. Le fonds pour le logement intermédiaire 2 qui a été monté par la Banque des Territoires avec CDC Habitat, il y avait des grands investisseurs internationaux, GIC, grand fonds singapourien qui étaient intéressés, mais après les rentabilités ont baissé, ils ont stoppé leurs investissements. Alors on s'aperçoit, pour avoir passé beaucoup de temps sur l'investissement, la raison pour laquelle nous on est là et qu'on continue à investir, c'est qu'en fait on a un horizon de temps long et qu'on est absolument persuadé qu'à un moment, investir dans le logement en France, vous allez faire une affaire rentable par la plus-value de cession que vous allez faire. La façon dont les investisseurs raisonnent, ils raisonnent souvent avec le TRI locatif brut, en disant, ben voilà, j'achète un logement 100 et puis j'ai un loyer et je divise mon loyer par ce que j'ai acquis et c'est mon TRI et je ne m'y retrouve pas parce que le loyer est trop bas, parce que le marché est trop bas, alors soit parce que le loyer est trop bas, soit parce que c'est trop cher à construire. Mais nous, on voit assez loin et on voit qu'à un moment, on fait une plus-value de cession quand on revend le logement intermédiaire ou le logement libre. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans la crise Covid. La réalité, c'est que dans la crise Covid, on avait acheté en 2020 à un moment où tout le marché était paralysé et où tout le monde se disait il n'y a pas d'avenir, c'est très difficile. On a acheté et il s'est trouvé que 2 ans après, on a fait une cession d'un portefeuille énorme qui s'appelle l'opération Lamartine, que Viviane connaît bien, pour 2,6 milliards, qui était la plus grosse transaction, et elle a été à un taux de rentabilité que je pense beaucoup d'investisseurs et d'investisseurs privés auraient été contents de réaliser. Et donc, c'est parce qu'on s'est mis dans le temps long, sauf que le marché s'est retourné à un moment. Et donc, parfois, il faut que les investisseurs retrouvent le sens du temps long et de la capacité à prendre des risques sur un pays qui a un avenir, qui a une croissance démographique, dans un continent qui a un avenir, une croissance démographique. Donc, à un moment, il faut savoir prendre un petit peu des risques. Je ne suis pas à la place de tous les investisseurs privés, mais c'est vrai que nous, on est dans une position privilégiée, car n'ayant pas d'actionnaires à rémunérer, on peut se permettre d'avoir le temps long pour nous. J'ai parlé de rénovation énergétique, et puis je laisserai la parole à Costa sur les prêts. Alors, c'est vrai que par rapport à mon rapport, il y a eu des progrès. Les accompagnateurs rénovent. Il y a plusieurs milliers d'accompagnateurs rénovent qui sont auprès des ménages pour les aider dans la rénovation thermique. Maintenant, notre diagnostic a un peu, s'est un peu affiné. Moi, je suis très content que pour les petites surfaces, on ait sorti 150 000 logements du DPE. On s'aperçoit à la pratique que le DPE n'est pas toujours fiable. Et donc, il faut l'affiner, le préciser, parce que rien ne serait pire que de stériliser des logements qui ne sont pas des passoires thermiques, mais qui, pour un critère mal appliqué, ne seraient pas. Donc je pense que ça, il faut être extrêmement rigoureux, de plus en plus exigeant sur des DPE fiables pour ne sortir des passoires thermiques que ce qui relève véritablement de la passoire thermique, à la fois pour la valeur du bien et puis aussi pour la qualité de vie du résident. Et au fur et à mesure, on va être de plus en plus fin. On va être plus fin dans le diagnostic thermique. Et si on est plus fin et qu'on identifie le passoire thermique, je pense qu'à ce moment-là, la rénovation deviendra plus rentable. Parce qu'on aura plus de facilité à vraiment faire une passoire thermique qui est une vraie passoire thermique et d'avoir une rénovation qui permette de baisser la facture énergétique du logement. Alors après, est-ce qu'on va tenir les échéances ? C'est difficile à dire parce que là, on est dans le secteur du logement privé dans lequel moi j'avais été sollicité sur. Surtout avec la prime rénov, les annonces qui ont été faites, quand même, c'est compliqué. Ça va être compliqué,
Mais pour le logement social, c'est quelque chose qu'on suit très très près, mais peut-être là, Costa, tu peux prendre le relais. Oui, merci. Alors, plusieurs éléments en complément par rapport à vos questions. Vous nous invitiez dans votre propos liminaire, Madame la Présidente, à bien distinguer les sujets conjoncturels et les sujets structurels. Et par rapport à votre question, Madame Artigalas, sur est-ce que la crise était finalement déjà là, nous, notre lecture, c'est que finalement, les deux dynamiques structurelles principales aujourd'hui qui sont dans les causes racines du contexte, il y a évidemment l'évolution du paradigme macroéconomique. Donc, c'est le retournement long et progressif de la courbe des taux. Donc, depuis de nombreuses décennies, on est sur des taux qui sont plutôt baissiers et suite au choc inflationniste qu'on a connu, on est désormais sur un contexte de taux et de marché qui va rester durablement plus élevé que ce qu'on a connu jusqu'à présent, ce qui évidemment a un impact puisque tous les modèles économiques, que ce soit ceux du public ou du privé, au cours des dernières décennies, ont été influencés par le fait que l'argent était très peu cher, voire même gratuit, et donc il y a eu une forme de bulle en quelque sorte de ce fait-là qui ne se reproduira pas, au moins en tout cas avant de nombreuses années. Donc ça, c'est vraiment un des déterminants très profonds du contexte dans lequel on est aujourd'hui. Le second déterminant très profond, c'est finalement les enjeux de transformation écologique et le fait que certainement c'est parmi tous les grands secteurs industriels du pays et du continent, c'est un des secteurs qui est le plus confronté à la problématique de conjuguer le social et le vert, la transformation écologique et absolument la nécessité de produire plus de logements pour répondre notamment aux enjeux des demandeurs en attente sur les listes du mouvement HLM, mais même au-delà, on le voit bien aujourd'hui, il y a un enjeu social à pouvoir produire plus de logements. Mais la question qui se pose, c'est la manière dont les différents acteurs peuvent s'adapter à ce changement de paradigme durablement avec des modèles économiques qui en réalité sont extrêmement secoués par le contexte financier qui est en train de se dessiner aujourd'hui. Donc une fois qu'on a posé ça, c'est vrai que je ne sais pas si la crise était déjà là, mais en tout cas elle s'est manifestée de manière brutale et probablement le monde HLM est celui qui l'avait vu venir le plus tôt, puisqu'au cours des dernières années, on a quand même accompagné le secteur, différents chocs que le secteur a vécu, que ce soit évidemment les réformes des années 2017-2018 qui aujourd'hui amputent le secteur d'une partie de sa capacité d'investissement, la crise du Covid qui évidemment est venue perturber l'appareil productif du monde HLM lui-même et aujourd'hui cette difficulté de devoir à la fois répondre aux échéances court terme en matière de rénovation énergétique, mais également de décarbonation. Et c'est vrai que on analyse le sujet, nous, on dénonce probablement l'enjeu thermique tel qu'il était sous l'ancien DPE, on était plutôt bien en ligne, puisque c'est un sujet qu'on travaille depuis plus de 10 ans aujourd'hui avec le monde HLM pour pouvoir le financer à des taux extrêmement préférentiels et réussir à éradiquer les passoires thermiques. Mais l'enjeu de la décarbonation, désormais, crée un nombre de logements supplémentaires à travailler d'ici 2030 qui est très conséquent. Donc il y a les jalons de la loi climat résilience, mais il y a les jalons de la SNBC et c'est bien la somme des deux qui met aujourd'hui une certaine difficulté dans le modèle puisque ces opérations sont fortement déséquilibrées. Le contexte inflationniste fait qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux, du fait de la hausse des coûts de la construction, de la hausse des prix du foncier, mais également du blocage des loyers, et donc du fait que leurs recettes sont limitées, sont confrontés à un effet ciseau qui déséquilibre leurs opérations. C'est quelque chose qu'on suit de près et on se rend compte que finalement, un bailleur social aujourd'hui, c'est un investisseur d'intérêt général qui investit à perte. Évidemment, aucun acteur du monde marchand n'accepterait de passer des opérations en déséquilibre comme elles le sont aujourd'hui pour le monde HLM. En parallèle, une fois qu'on a posé ce diagnostic-là, c'est vrai que le modèle s'est montré plutôt résilient au cours des dernières années. C'est-à-dire qu'on a passé ces différents chocs, que ce soit le choc de régulation, le choc de la crise Covid. Aujourd'hui, on est confronté à cette difficulté. On l'a passé parce qu'on a déployé tout un plan de soutien, mais on l'a passé aussi parce que les fondamentaux du système sont des fondamentaux qui sont solides et qui sont sains. Et donc, je fais référence notamment au questionnement autour de la financiarisation des évolutions de modèles.
modèle. Nous, notre lecture est vraiment qu'il ne faut pas qu'un contexte très conjoncturel amène à prendre des décisions qui viendraient modifier des équilibres qui, depuis 100 ans, ont fait leurs preuves. Mais en revanche, il faut qu'on arrive à travailler plutôt sur les enjeux structurels. Et donc, dans les enjeux structurels, effectivement, il y a la manière de soutenir des investisseurs qui doivent s'insérer sur le temps long. Vis-à-vis des bailleurs sociaux, on a élargi très récemment la possibilité de financer le foncier sur 80 ans. Donc c'est assez unique en Europe. Donc finalement, des acteurs comme des investisseurs d'intérêt général que sont les bailleurs sociaux ont aujourd'hui un financement différent pour le bâti et pour le foncier. Et peuvent amortir la charge foncière sur des maturités qui sont extrêmement longues. C'est ce qui soutient le développement du BRS. La grande majorité des organismes fonciers solidaires peuvent se financer par le recours à ce prêt sur 80 ans. Et c'est aussi un des enjeux qu'on a beaucoup travaillé récemment, le fait de pouvoir donner aux collectivités locales également cette possibilité de pouvoir amortir sur des maturités très longues le foncier pour qu'elles puissent retrouver des outils et des leviers pour acquérir la maîtrise du foncier et avoir un pilotage en quelque sorte du marché du foncier, une régulation du marché du foncier qui soit plus importante et des outils plus adaptés qu'ils ne le sont aujourd'hui. La dernière décennie, avec le contexte de Toba que vous évoquiez, effectivement, a pu favoriser les tentations pour ces bailleurs sociaux d'aller se financer à taux fixe sur le marché. Bon, globalement, on peut dire qu'il y a eu quand même une résilience et une solidarité au sein du modèle. Il faut distinguer les prêts à la construction réglementés qui sont en réalité un outil de politique publique extrêmement efficace, en tout cas à nos yeux. Ils sont adossés à l'agrément, ils sont adossés au loyer correspondant. Donc finalement, le loyer très social bénéficie d'un accompagnement plus bonifié au moment du financement et ça permet aussi une gestion de bilan d'activité beaucoup plus cohérente entre le loyer rémunéré et la dette qui va en face. Ces prêts à la construction ont été plutôt préservés au cours des exercices passés. Les prêts à la rénovation qui sont dans le domaine concurrentiel sont effectivement plutôt ont été financés par la place bancaire. Nous, on est heureux de voir que depuis effectivement la décision de gel du taux du livret A, aujourd'hui, le modèle du fonds d'épargne, il joue pleinement son rôle contracyclique. C'est ce message que je voulais passer en particulier, puisque ces systèmes sont faits justement pour pouvoir se manifester particulièrement quand ils doivent être utiles, et c'est le cas aujourd'hui. De nombreuses banques commerciales ont proposé soit des financements à des taux beaucoup plus élevés, soit se sont même retirés du financement du marché immobilier aujourd'hui. Et de nombreux acteurs, y compris privés, ont du mal à pouvoir se financer de manière compétitive aujourd'hui dans le monde immobilier. Les bailleurs sociaux n'ont absolument pas connu cette difficulté-là. Ils ont accès à une ressource extrêmement liquide, à laquelle ils peuvent avoir accès avec une très grande confiance. Nous, on est conscients du fait que l'effet ciseaux qu'ils rencontrent sur leurs comptes 23 et 24 sont des effets ciseaux conjoncturels, et donc à aucun moment on a coupé notre robinet de financement. Au contraire, on a mis en place des mesures de soutien extrêmement fortes et dès le début de la crise, puisqu'on avait vu venir cet effet ciseaux dès l'année 2022, et en 2023, les bailleurs sociaux ont bénéficié d'un dispositif qu'on avait appelé le bouclier financier. C'était un peu dans la continuité de tous les boucliers qui avaient été mis en place, qui fait que finalement tous les prêts à la construction ne coûtaient pas le taux du livret A, mais coûtaient le taux du livret A 100 points de base en moins. Donc on avait déjà cherché à préserver en quelque sorte les bailleurs sociaux du choc inflationniste, et on a complété ces mesures, comme le rappelait Olivier tout à l'heure, par des mesures extrêmement ambitieuses, notamment avec les PLAI à taux bonifié, donc une enveloppe de 6 milliards, c'est vraiment très conséquent, les PLUS verts à taux très bonifié, une enveloppe de 2 milliards également, les prêts participatifs, les titres participatifs pour le haut de bilan, et également le logement intermédiaire. Alors, sur le logement intermédiaire, j'aimerais faire aussi un petit arrêt sur image, puisque non seulement
on voit que nos financements ont retrouvé de l'attractivité et ont permis aux bailleurs de continuer à investir, puisque c'est ça l'enjeu. Mais également, sans le fonds d'épargne aujourd'hui, il n'y aurait plus d'investissement dans le domaine du logement intermédiaire. C'est-à-dire que tout le travail qui est mené aujourd'hui par nos collègues d'Action Logement, par évidemment CDC Habitat, mais aussi par beaucoup de bailleurs qui aujourd'hui développent le logement intermédiaire en complément du logement social, ce travail en fait est rendu possible, ces investissements sont rendus possibles par le fait que le ministre de l'économie et des finances nous a autorisé une enveloppe de 5 milliards de logements intermédiaires qu'on va consommer sans difficulté au cours de l'année 2024. Donc il y a vraiment tout le plan de rachat organisé par Action Logement, par exemple, repose sur ces financements du fonds d'épargne et c'est une bonne chose parce que ça montre que des acteurs publics dont le rôle est d'être contracycliques ont la chance d'avoir un système de financement qui lui-même est capable d'être contracyclique et de répondre présent quand le marché, la place, elle, n'est plus présente. Donc ça, c'est vraiment un élément, à mon avis, extrêmement structurant. Pour ne pas être trop long sur la question de la seconde vie, qui est effectivement un dispositif qu'on a beaucoup soutenu avec notre partenaire, l'Union sociale pour l'habitat. Donc, pour le coup, parmi cette boîte à outils, ces différents leviers, effectivement, qui sont certainement la meilleure réponse au contexte où il faut réussir à assouplir, on va dire, et apporter des innovations par endroit pour pouvoir aller chercher les logements supplémentaires, il est évident que la seconde vie fait partie des leviers extrêmement prometteurs. On se félicite qu'en l'espace de 2 ans, ce dispositif soit passé de l'idée à l'expérimentation, de l'expérimentation à la loi de finances. C'est rare. Et il y a eu un fort soutien de toutes les parties prenantes qu'il faut souligner. Et donc, on attend aujourd'hui les décrets d'application suite à la loi de finances pour poser le cahier des charges et pouvoir du coup financer les premières opérations avec de notre côté un dispositif de prêt très bonifié, très intéressant qui est prêt. Et donc on attend ce décret d'application pour pouvoir avoir ces premières opérations qui sortent de terre. D'une certaine manière, le plus tôt sera le mieux puisqu'il y a de l'appétit, on le sent sur le terrain. Les bailleurs sociaux attendent de pouvoir se saisir de ce dispositif avec le reconventionnement qui va avec. Peut-être pour terminer et répondre à votre question, Viviane, sur quels sont tous les leviers sur lesquels il faut jouer. Moi, je pense qu'effectivement, on aura de solutions à la crise du logement qu'en actionnant systématiquement tous les leviers et en les combinant le plus possible. Il y a 4 directions, à mon avis, qu'il faut chercher. Il y a d'abord remobiliser les investisseurs privés. Et vous l'avez dit, Madame la Présidente, l'investisseur privé a un rôle à jouer et donc il lui faut un cadre attractif dans lequel il retrouve sa rentabilité. Ensuite, il y a resolvabiliser les ménages. Et là, je serais peut-être un peu disruptif parce que je crois qu'on est face à une situation où on est face à une augmentation continue très très forte depuis 20 ans du prix de l'immobilier face à des revenus des ménages, je ne vais pas dire ont stagné, mais l'augmentation a été totalement décorrélée. Et on le voit bien, nos enfants ne sont pas capables de s'acheter avec les mêmes revenus ce que nous étions en capacité d'acheter. Et à un moment, il va bien falloir réconcilier ça et sortir d'une analyse de la solvabilité d'un ménage uniquement en fonction de sa capacité contributive de revenus, en prenant en compte la valeur du bien. C'était ce que j'avais déjà essayé de faire, vous vous souvenez, avec le prêt avance rénovation, qui est loin d'être un succès, mais en disant... Ça, je ne partais pas des jeunes ménages, je parlais des personnes âgées qui n'ont plus accès à l'emprunt pour leur dire tenez compte de la valeur du bien, il a été remboursé et donc on peut très bien gager une partie de l'emprunt sur la valeur immobilière. Je pense que comme certains pays le font, notamment en Belgique, à un moment, il faudra que le système bancaire français prenne en compte cette décorrélation entre la valeur du bien et la capacité contributive des ménages. Parce qu'on voit bien que le système conduit à dire... aux jeunes qui pouvaient s'acheter à un moment un 3 pièces, mais maintenant vous ne pouvez plus vous acheter qu'un 2 pièces, puis vous ne pouvez plus se payer un studio, puis faire de la cohabitation avec un studio, parce qu'il y a une inflation de l'immobilier, donc il faut être un peu plus imaginatif à prendre en compte la valeur du bien. Alors est-ce que c'est pas la dissociation de la nue propriété, est-ce que c'est avec des prêts in fine, est-ce que c'est avec des investissements progressifs? Nous essayons d'accompagner de nouvelles initiatives comme Néo Proprio pour le faire. Troisième dimension, et ça
on essaye de vous convaincre qu'on fait du mieux qu'on peut, c'est le soutien au secteur HLM dans son rôle contracyclique. On peut toujours faire mieux et on sera vraiment preneur et on regardera avec attention au diagnostic, mais on essaie de faire le maximum car c'est notre rôle et on essaie de travailler en pleine intelligence avec l'USH, avec toutes les fédérations et avec le secteur. Mais on est loin de la perfection et s'il y a d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé, on le fera. Enfin, on est toujours dans une dynamique d'amélioration de nos produits. Et puis, je terminerai un peu par ça. Il faut qu'on arrive à redonner aux maires qui, à la fin, eux, donnent le permis de construire, cette envie de construire et de réaménager, parce que la conviction qu'on a, c'est qu'il faut des logements. Malheureusement, la demande de logement est plutôt dans les territoires denses, donc ça oblige vraisemblablement à retravailler ça, et ça c'est compliqué, et on retrouve, et c'est pour ça que ça se passe au Sénat, cette idée de refonder un consensus politique sur la nécessité de construire. Oui, mais quand, comment, par rapport à la loi SRU, par rapport à des... Et vous venez d'un territoire qui est contraint géographiquement. Il y a une géographie, il y a des montagnes. Je sais qu'on finance beaucoup de choses à Nice. La station d'épuration à Lyotis, le tram, la rénovation des écoles, à Ariadnéo, l'unité de valorisation. On connaît bien la région et on voit bien qu'on ne pourra pas couper les montagnes. Et prendre sur la mer, ce serait dommage. Exactement, exactement. Voilà. Alors après, il y avait une chose qui Viviane le sait, qu'on avait faite aussi, qui était importante. Je pense que ça amortit aussi la crise, c'est le programme Action Cœur de Ville. On a beaucoup travaillé pour revitaliser ces 222 villes qui sont des villes moyennes et qui ont retrouvé un souffle. Et je pense que dans la déconcentration, l'allègement de la tension sur les zones métropolitaines, ça a beaucoup joué. On le voit. Alors, le Covid et le télétravail nous a beaucoup aidé aussi à redonner du goût dans ces villes-là. Le travail qu'on a fait à Grasse est important, mais vraiment, il y a une centaine de villes qu'on suit dans lesquelles le marché immobilier qui était en déclin, et là, il y avait des pertes de valeur foncière très importantes, reviennent. On voit l'augmentation des transactions immobilières, on voit l'augmentation du prix immobilier, et ça fait partie aussi de la politique d'aménagement du territoire pour répondre à la besoin de logement de nos concitoyens. Très bien. Viviane, tu as encore des questions? Oui, une petite question technique, juste sur, on a parlé pas mal du BRS aussi, que vous accompagnez, mais est-ce que le critère, par exemple, les prêts aux organismes de foncier solidaire pour accompagner des BRS, c'est uniquement dans les zones tendues? Alors, ce qu'on a fait récemment, en tout cas, pour répondre, le modèle fonctionne dans les zones tendues, puisqu'il faut qu'il y ait un marché pour pouvoir proposer du BRS qui va trouver des acquéreurs. On le voit actuellement, la crise est telle qu'on a des programmes de BRS qui peinent à trouver des acquéreurs. Donc le principe, c'est effectivement celui-ci, sauf qu'on s'est rendu compte, mais comme beaucoup, qu'on ne pouvait pas se fonder sur le zonage pour pouvoir définir ce qu'était en réalité un territoire tendu. Tout à fait. Et donc, on a justement, depuis un an, modifié notre doctrine en la matière pour intégrer de facto les territoires littoraux, pour intégrer les zones touristiques, les territoires de montagne également. Et par ailleurs, puisqu'on ne connaît pas les situations locales systématiquement, dès lors qu'il y a un faisceau d'indices et qu'on nous démontre qu'il y a un marché très spécifique local, on octroie ces financements aux OFS qui sont constitués sur ces territoires. Et pour vous, est-ce que vous pensez que le produit, le dispositif est mûr aujourd'hui pour après passer des OFS aux OFL voilà, parce que ça a été un débat. On a dit d'abord essayons de voir ce que ça donne, parce que le dispositif est intéressant, mais il a encore du mal à véritablement prendre toute sa place. Et on entend déjà parler, non, mais il faudrait parler des OFL ou des OFL avec le logement intermédiaire. Donc alors, il y a plusieurs éléments de réponse, et pas une bonne réponse en l'occurrence, mais dans les freins au dispositif, on perçoit aujourd'hui encore des freins culturels.
qui n'est pas encore mûr. Je pense que les travaux menés par de nombreux acteurs du monde des OFS, par la Fédération des COP également, ont permis d'emmener les banques commerciales vers des prêts aux acquéreurs d'OFS, mais ça reste encore un produit qui culturellement questionne. Et donc, ce frein-là est un frein bien réel. En parallèle, un des fondements du modèle, c'est quand même que la subvention qui est portée par la collectivité publique, elle demeure dans le temps. Et donc, dans le modèle de l'OFS et dans ses caractéristiques sociales, il est assez important pour trouver un équilibre que la collectivité, initialement, apporte un foncier à bas coût et donc, finalement, qu'elle accepte d'intégrer une part de subvention dans le modèle. Cette part de subvention, c'est la force du modèle BRS, elle reste durablement attachée au bâtiment, puisque en cas de revente ou en cas de succession, c'est forcément quelqu'un sous plafond de revenus qui prendra la suite. Et donc c'est un des rares dispositifs qui permet d'une certaine manière de sanctuariser l'effort public initial dans le temps long. Dès lors qu'on raisonne en OFL, donc en fonctionnement libre, ça pose la question de qui assume le coût de la subvention, puisqu'il n'y a pas de raison dans ces cas-là, puisqu'on serait dans le marché, qu'il y ait de contraintes de ressources dans le temps long. Et donc, avoir un modèle, en quelque sorte, sans subvention d'origine, finalement, est-ce qu'on arriverait à avoir une décote qui permettrait de resolvabiliser les ménages? Et donc, c'est vrai que dans les sujets, comme Olivier le disait, que nous, on regarde en ce moment, on voit qu'il y a des formes de propriété alternatives qui se développent. Le BRS était clairement un des premiers d'entre eux. Il y a le co-investissement, il y a l'accession progressive, il y a les baux amphithéotiques. Ce sont des dispositifs qui culturellement sont assez nouveaux en France, mais qui tous finalement permettent de réfléchir à une forme d'innovation qui permettrait de resolvabiliser des ménages et probablement de travailler sur le penchant culturel national qu'on est nombreux à partager, de acheter dans la pierre, c'est faire un investissement dans le temps long et on veut être propriétaire plein et entier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que le démembrement à travers Tonus Territoire fonctionne bien, car il est plutôt en B2B, c'est-à-dire que ce sont des institutionnels qui aident le développement de Tonus Territoire, des promoteurs et des bailleurs sociaux qui voient leur intérêt puisque leur mise de fonds propres est extrêmement réduite et donc l'opération bonifiée. Réussir à le transposer au niveau des particuliers, ça reste encore un défi, mais il nous semble en tout cas que c'est un défi qui mérite d'être mené et qui nécessitera d'embarquer tout l'écosystème, y compris les banques commerciales qui doivent aussi véhiculer vis-à-vis de leurs clients la compréhension de ces montages innovants. Très bien, Viviane, c'est OK. De votre côté, vous pensez que vous nous avez... nous, c'est largement satisfaisant cet échange et on vous remercie très sincèrement. Voilà, donc en tout cas, c'était précieux et intéressant que nous puissions vous auditionner. Et donc, vous verrez le résultat de nos travaux, bien évidemment. Merci. Et Selda vous fera passer une réponse écrite, détaillée à toutes les questions qu'on a reçues avec tous les chiffres et tous les arguments pour votre équipe de façon... C'est une trace bien documentée. C'est moi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.